Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler lancer un message à l'armée et nous allons reprendre là. Donc pour ce mois d'avril 1929, le NSDAP décide de créer une école d'orateurs qui sera opérationnelle le 1er juillet. Donc du 1er juillet 1929 à 1933, cette école aura formé 6000 orateurs. Donc Hitler ne pouvant être partout à la fois, ces personnes seront éparpillées dans les 4 coins de l'Allemagne, petites villes, petits villages, pour justement expliquer les bienfaits du NSDAP. Hitler, lui, se cantonne aux grandes villes. Le 11 avril, après la France, l'Allemagne refuse à son tour d'accorder l'asile politique à Léon Trotsky. Le 13 avril, remaniement du gouvernement d'Hermann Müller qui renforce la représentation du centre catholique. Donc, le gouvernement glisse tout doucement vers la droite et les communistes disent que le gouvernement, c'est la protection de la bourgeoisie allemande, le bélier qui ouvre la voie au fascisme. Le 16 avril 1929, le président de la Reichsbank, Aljamar Schacht, prend la parole à la conférence de Paris sur les réparations allemandes. Il demandera que l'Allemagne ne peut dans son ensemble payer que si le corridor de la Haute-Silésie seront restitués à l'Allemagne par la Pologne, et si d'ailleurs, quelque part sur la terre, le territoire colonial sera mis à la disposition de l'Allemagne. Donc en fait, tout simplement, Schacht demande les territoires qui ont été privés de l'Allemagne par le traité de Versailles, sous prétexte qu'ils pourront rembourser ce qu'on leur demande s'ils retrouvent leur colonie et leurs terres perdues. Donc Schacht, par la suite, travaillera pour le NSDAP, pour le parti nazi, quand il sera au pouvoir, et justement, ce sera un de ceux qui dira à Hitler qu'il faut qu'ils reprennent leur ancienne colonie, et non pas envahir l'Est de l'Europe, ce qui serait catastrophique. Donc Hitler, lui, est pour une extension vers l'Est, il en parle dans Mein Kampf, et c'est son objectif principal, en même temps de détruire le communisme, mais nous le verrons par la suite, c'est vrai que Hitler aussi envisage de récupérer les colonies allemandes, en mettant la pression aux Anglais. Donc nous le verrons par la suite quand nous y serons, et également le général von Epp, lui aussi, créera une école pour les dirigeants des futures colonies. Donc ça aussi, c'est un des points forts des Allemands, c'est que quand ils se déplacent dans une région, tous leurs cadres officiers sont préparés à rencontrer la population, à s'occuper du pays, et tout le monde, en fait, sait dans quelle direction aller. Malheureusement, pour les autres pays, généralement quand ils arrivent dans une colonie, ils ne connaissent pas toujours les coutumes du pays en question, donc il y a un temps d'adaptation. Et de plus, ils ne prennent pas en compte les différentes tribus, qui fait quoi, qui est comment. Alors que les Allemands, eux, ils ont une école spécialisée dans ce domaine, ce qui veut dire que n'importe quelle personne qui va aller dans une colonie connaîtra tout ce qu'il y a à connaître sur la colonie. Fin avril, le préfet de police interdit le défilé du 1er mai dans Berlin, sous prétexte qu'il a peur que les communistes et les nazis se mettent à se taper dessus. Donc, nous ne savons pas si Goebbels a eu des informations dans ce sens, mais il interdit au SA de sortir dans les rues le 1er mai, ce qui sera une décision intelligente et prudente, parce que les communistes sortiront quand même dans les rues, et la police réprimandera en tirant sur la foule. Donc le 1er mai, malgré l'interdiction du préfet de police, les communistes sortent dans la rue pour manifester. 13 000 policiers sont prévus pour empêcher toute manifestation et les communistes commencent à jeter des pierres et des boulons sur la police et la police commence à ouvrir le feu. Donc les communistes dressent des barricades dans Berlin et la police doit faire appel à des engins blindés pour venir à bout des barricades. Donc pour cette première journée,
Le bilan est de 9 morts sans blessés graves et 1000 arrestations. Les combats continueront le 2 et 3 mai et le bilan total pour ces journées de combat est de 33 morts, dont 8 policiers, 198 civils blessés, dont 47 policiers, et il y a eu 1228 arrestations. Donc Goebbels est content d'avoir interdit au SA d'aller dans la rue, et il est content aussi que les SA l'ont écouté et que personne n'est sorti. Donc après ces événements, la Ligue rouge des combattants du front, donc les SA du Parti communiste, sont interdites et dissoutes. Mais ils existeront toujours clandestinement. Alors que le Parti communiste en lui-même dans Berlin est interdit 3 semaines. Un couvre-feu est instauré à Berlin. Le 12 mai, il y a les élections au Landtag de Saxe et les nazis obtiennent 5 sièges sur 96. Fin mai, le Congrès national du Parti social-démocrate approuve la politique conduite par le chancelier Hermann Müller dans la répression des communistes sur Berlin. Les communistes y voient la confirmation de leur thèse sur le social-fascisme. Et pour ce mois de mai, Goebbels nous parle justement des affrontements entre la police et les communistes. Et il dira aussi qu'il a fait un meeting avec Göring. Et à ce moment-là, il apprécie Göring. Il dit que c'est un officier exemplaire et qu'il l'apprécie. Donc pour les événements du 1er mai, les communistes disent que le gouvernement est moins sévère avec les SA que les communistes, mais Goebbels dit quand même « l'épée de Damoclès est au-dessus de nos têtes, il faut être vigilant ». Il nous parle également des élections en Saxe, donc bien qu'ils n'ont que 5 députés, ils sont contents et organisent une fête. Donc Goebbels sera invité dans la maison de Göring, et encore une fois, il dira des éloges sur Göring, sur sa femme, sur sa maison, enfin bon, pour lui, à ce moment-là, Göring est un bon copain. Et Goebbels nous dit que pour ce mois de mai, Hitler lui propose le poste de responsable de la propagande. Et Goebbels hésite beaucoup. Donc il hésite parce qu'il sait que c'est une grosse responsabilité et que ça va lui donner encore du travail. Donc dans le journal intime de Goebbels, il parle qu'il se couche généralement vers 2h, 3h du matin. Il est toujours à travailler dans son bureau et que dès 7h du matin, il est debout pour reprendre le travail. Donc encore une fois, pourquoi mentir sur ses heures de travail? Connaissant le personnage, c'est possible qu'il travaille autant. Et pour cette fin mai, Goebbels part en Italie en voyage avec plusieurs membres du parti. Le 7 juin, le plan Young qui remplace le plan Dawes est signé à Paris par les Alliés. Il fixe le montant des réparations allemandes et les propositions demandées par Aljamar Shach ont été rejetées. Donc violente opposition en Allemagne qui doit payer 34,5 milliards de marks or en 59 ans en engageant les chemins de fer allemands jusqu'en 1988 auprès d'une banque internationale. Donc le paiement des réparations est échelonné jusque fin 1980, ce qui signifie que 3 générations devront supporter les conséquences de la défaite de 1918. Le 9 juin, suite à la déclaration du plan Young, il y a la formation du comité du Reich en vue de la satisfaction des exigences du peuple allemand. Donc Adolf Hitler est présent, ainsi que Alfred Hugenberg du DNVP, les dirigeants des casques d'acier, et il y a également Heinrich Claas, qui est le président de la Ligue pangermaniste. Donc un appel sous forme de pétition est lancé au gouvernement et aux parlementaires pour que soit adoptée une loi contre la mise en esclavage du peuple allemand. La propagande nazie déclare que le plan Young représente une servitude de 58 ans pour des générations d'Allemands qui ne sont même pas encore nés. Goebbels fait placarder une affiche avec un énorme point dont l'ombre s'étend sur un bambin et dont le slogan exhorte « Père, sauve ton enfant, deviens national-socialiste ». Donc en gros, les Alliés ont rajouté de l'huile sur le feu, rien de tel pour créer des extrêmes.
Et du 9 juin au 15 juin, il y a le congrès national du Parti communiste d'Allemagne qui se tient à Berlin. Et ils disent que la bourgeoisie monopoliste est accusée de vouloir instaurer une dictature fasciste pour briser les organisations ouvrières et par là même exploiter le prolétariat comme bon lui semble. La social-démocratie est dénoncée en tant qu'allié objectif du fascisme dans la mesure où sa stratégie réformiste et opportuniste détourne une grande partie du prolétariat du révolutionnarisme. Enfin, seule la lutte révolutionnaire sous la direction de l'internationale communiste permettra de résister efficacement à la dictature terroriste du grand capital et à la guerre que celui-ci compte mener contre l'URSS pour briser à tout jamais le communisme. Le 21 juin, le gouvernement du Reich dirigé par Hermann Müller se dit prêt à accepter les conditions du plan Young à condition que le territoire allemand soit totalement libéré et que le pays puisse jouir d'une pleine autonomie. Le 23 juin, élection régionale en Mecklembourg-Schwerin et le NSDAP obtient 2 sièges. Le 27 juin, abrogation par le président Hindenburg du décret d'urgence pour la protection de la République promulgué par le président Friedrich Ebert dans la foulée de l'assassinat de Walter Rathenau. Donc on peut dire que leur état d'urgence a duré longtemps. Et pour ce mois de juin, Goebbels parle des homosexuels. Il dit « On a débusqué un homosexuel dans le sud-est à un poste stratégique. C'est à vomir. Ici, à Berlin, ce fléau sévit comme la peste. On est dans une totale incertitude quant au choix de ses collaborateurs. » Donc forcément, Goebbels revient sur le plan Young en disant que c'est vraiment de l'esclavage, qu'ils sont enchaînés pour longtemps et qu'ils payent leur défaite. Et pour cette fin juin, Goebbels nous parle également de Göring et il dit « Il écœure de plus en plus notre groupe, et avec cela, il est bête à manger du foin, et paresseux comme une couleuvre. » Pour cette année 1929 également, Hitler commence à se plaindre de violentes douleurs abdominales. Il ne sait plus rester assis sans se balancer, et il préfère se soigner tout seul que d'aller voir le médecin. Donc à cette époque, Hitler n'a pas confiance en la médecine. Donc il utilise pour ses mal de ventre du néobalestol, c'est de l'alcool isolamique qui servait d'antirouille pour les culasses de fusil. Donc il dira que c'est une méthode qui lui vient de ses camarades de combat dans les tranchées. Donc vous pouvez vous en douter, cela n'arrange pas les choses. Donc comme je l'ai déjà dit précédemment, Hitler a des mal d'estomac parce que justement il mange n'importe quoi à n'importe quelle heure, il mange très vite et il a la tête toujours au-dessus de l'assiette parce que ses dents sont en mauvais état, donc il ne mâche pas souvent, il avale. Ce qui lui donne justement les mal d'estomac et de plus il est stressé, donc il faut savoir que Hitler est un grand stressé, ce n'est pas quelqu'un qui est sûr de lui tout le temps, et de plus il se donne à fond dans ses discours. Donc je ne sais plus si je l'ai dit dans le hors-série sur les meetings, mais Hitler, des fois, quand il sort de ses meetings, limite, il tombe dans les pommes, il a des vertiges, il ne se sent pas bien, parce que il s'est donné à 300%. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.